Donc je recommence la vidéo. Heureusement j'avais à peine démarré. Alors là normalement la connexion elle est bonne. On va parler aujourd'hui justement du TDAH. On va parler du trouble du TDAH et je vais vous raconter également une partie de mon histoire parce que ce thème me tient énormément à cœur. J'aime pas trop le mot cause, mais j'ai envie de l'utiliser comme ça en tout cas pour peut-être venir sensibiliser, vraiment. Ouais, j'ai envie de sensibiliser les adultes, en tout cas, voilà, et ceux pour qui ça pourrait concerner, et pour peut-être si vous avez des enfants. Hello, ah ça y est, bah, je vous vois là. Coucou Julie, coucou Anaïs, hello tout le monde, coucou Alice, impeccable, super, allez, on y va. Alors, c'est vrai que l'année dernière, je vous ai fait une très très longue vidéo, déjà pour vous parler du TDAH et des troubles que ça a occasionné, et en même temps, de toutes les choses magnifiques et formidables que ça pouvait aussi apporter. Et puis ça c'était l'année dernière et en fait sur ma chaîne de podcast je peux enregistrer en fait que les derniers. Donc, et j'avais pas encore créé la chaîne de podcast qui m'a permis de pouvoir enregistrer ce love. Et puis ce qui est intéressant c'est que finalement là on est aussi encore quelques mois après et c'est vrai que et je peux avoir aussi des nouvelles lectures, des nouvelles compréhensions. En tout cas, ce love, il est fait vraiment parce que j'ai envie de sensibiliser justement sur ce thème du TDAH. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas touché par ça, on peut vraiment croire que encore une étiquette, oh, c'est encore un truc, voilà. Enfin bref, déjà TDAH, hein, trouble de l'attention, très bien, avec ou sans hyperactivité. En l'occurrence, pour ma part, c'est avec l'hyperactivité. Mais oui, même moi, je me suis dit, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai dit, vous avez... Non, c'est pas... hyperactif. Ce n'est pas possible. Mais j'ai effectivement un profil... Bon, bref, je vais vous raconter l'histoire parce que je pense que ça peut énormément aider et peut-être qu'une fois par an, comme il y a toujours des nouvelles personnes dans la communauté qui ne me connaissent pas et qui viennent et voilà, qui ne savent peut-être pas. Et moi, ça me permet aussi de parler de ce sujet qui me tient à cœur parce que ô combien il m'a gonflé et en même temps, il m'a apporté énormément de choses. Hein, bon, voilà. Mais c'est vrai que ça me tient à cœur, en tout cas, parce que je pense réellement que ça fait un bien fou de pouvoir savoir, en fait, tout ce qui se passe, de savoir qu'on a ça. Et bah ouais, bah moi, ça m'a fait un bien de ouf. Ça. Alors, j'ai oublié de mettre... parce qu'il y a eu un appel, bref, c'est venu changer énormément les choses en bien, voilà, contrairement, mais il a fallu bien sûr aussi que on me pousse énormément, on me pousse, parce que j'avais vraiment, c'était pas du tout dans ma démarche, jamais j'aurais pu imaginer, en fait, d'ailleurs, faire ça et pousser la porte d'un psychiatre. Mais d'abord, je vais vous raconter, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà aussi, il y a une étape importante, il y a 10 ans. Et puis évidemment, quand j'étais petite. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter ma vie, genre, je suis née un 15 août, nanana, à 23h. Bon, on va faire court. Parce qu'il y a peut-être plein de profils aussi, hein, voilà. Moi, j'étais en 2012, à peu près 2012, j'ai eu quelque chose qui a été perçu comme une suspicion en fait d'AVC. On a cru que peut-être que je venais de faire un AVC. Donc on m'a mis en fait j'ai été en urgence. En fait j'ai été transportée aux urgences pour faire un scan, un IRM, etc. pour savoir si j'avais ça. Et en fait, pour tout vous dire, moi je savais très bien ce que ça pouvait causer un AVC, si jamais on me disait que j'avais fait ça, etc. Enfin, j'avais une trouille de fou en fait. Parce que je savais, je venais vraiment aussi du secteur de la santé, donc je savais à quel point ce que ça allait pouvoir peut-être générer dans ma vie si c'était ça, etc. Et en fait, à ce moment-là,
je me retrouve dans la salle d'attente et c'était à attendre en fait les résultats. Et ça a duré au moins 2 heures. Et je crois que c'était les 2 heures les plus intenses. Alors je ne vais pas dire les plus intenses de ma vie, mais en tout cas dans le souvenir que j'en ai, c'était extrêmement... c'était un moment comme on n'en a jamais, qui est vraiment en fait, c'est ce fameux moment où... tu sais que ce qu'on va t'annoncer peut changer complètement toute la donne, mais vraiment toute la donne de ta vie. Et moi, à ce moment-là, j'ai un truc et je suis, en plus, à ce moment-là, je suis toute seule, voilà, brouillée un peu avec pas mal de trucs. Je me retrouve vraiment comme ça, avec même, non, j'ai des conneries, avec ma meilleure pote, que j'envoie des messages, je dis, mais surtout, en fait, quand je dis que je me retrouve seule, c'est parce que à ce moment-là, je me suis vachement ressentie dans mon existence, là. Dans mon existence. Excusez-moi, c'est un petit peu peut-être décousu comment je vous parle, mais c'est très, très, très intime pour moi. Ça reste, c'est des trucs, voilà. Puis, j'ai pas du tout envie de faire glauque ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'est pas glauque. Mais en même temps, c'est assez personnel et... c'est toujours des moments chez moi un peu, voilà, qui viennent un peu me chercher, quoi. Bon, bref, mais ça reste quelque chose d'important. Donc, je vis ce moment et j'attends les résultats de savoir si c'est un AVC. Et à ce moment-là, j'ai vraiment peur, ça dure 2 heures. J'ai peur en me disant, c'est quoi ma suite? Et je me dis, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas perdre ma tête. Je veux pas perdre mes facultés. Je veux pas perdre rien de tout ça. Et je me dis, il y a un truc à l'intérieur de moi, mais vraiment, vraiment, vraiment fort. Un truc qui me pousse à l'intérieur de moi. Et je me dis, oh, je refuse, je veux pas mourir tant que 2 choses. Tant que je n'ai pas vécu une grande et belle histoire d'amour, parce que c'était vraiment catastrophique. Ma vie sentimentale, j'avais jamais vécu d'histoire d'amour, mais vraiment une histoire d'amour heureuse en fait. Une histoire d'amour qui te rend heureuse, qui est, tu vois, genre, qui est pas la prise de tête quoi. Hein. Et j'étais pas du tout coach ni rien. Moi j'ai monté ma boîte en 2015. En 2012, j'avais déjà commencé à lire des livres de développement personnel, puisque mes premiers livres de dev perso c'était en 2006-2007. Donc vous voyez, donc j'étais quand même un peu dedans, mais j'avais rien du tout sur la pensée, j'étais pas du tout sur... Il y avait la psychologie positive, voilà, mais il y avait rien sur les croyances, je connaissais rien sur les croyances, je connaissais rien sur les paradigmes, je connaissais rien sur le fait de se détacher de sa propre pensée, moi je fusionnais tout le temps, je connaissais rien à l'intelligence émotionnelle, enfin rien de... Vraiment rien de tout ça. J'avais juste à l'intérieur de moi, j'étais vachement Deepak Chopra en fait. Et le côté, puis Louise Hayes, j'adorais Wayne Dwyer, voilà, c'était tout ça. Je comprenais toujours pas Eckhart Tolle. Bon, voilà, j'avais eu une première lecture mais je n'avais pas tout pigé. Bon, bref. Mais j'étais quand même avec cette sensibilité du dev perso. Et là, à ce moment-là, je me dis, je veux pas mourir tant que je sais pas 2 choses. La première, c'est que je veux vivre une histoire d'amour, mais une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour heureuse. Et la deuxième, c'est que je veux vraiment savoir si je suis bête. Et ouais. C'est-à-dire que dans ce moment-là, c'est comme si au fond de moi, le fin fond de moi, ressort qu'est-ce qu'il y a de plus important, qu'est-ce que je veux le plus savoir dans ma vie avant de mourir, quoi. Et ben, c'était ça. C'est ouf, hein. Même moi, en fait, je me suis pas surpris parce que moi, je me ressentais avec, depuis des décennies, j'avais l'impression de masquer, en fait, un manque une idiotie, un manque d'intelligence. J'ai toujours été très convaincue que, voilà, que ça se trouve, j'avais peut-être un vrai problème, un vrai trouble, j'avais peut-être une trisomie, j'avais peut-être quelque chose qui pouvait me faire comprendre. En tout cas, moi à l'époque, je mettais ces mots-là, hein, donc je ne sais pas si c'est politiquement correct de le dire comme ça, etc. Et toutes mes excuses pour si ça se dit pas, mais je le dis tel que moi je l'ai vécu à ce moment-là, d'accord. Je dis pas que la trisomie, c'est pas du tout ça, c'est que je sentais que j'avais quelque chose dans mon cerveau, en fait, qui n'était pas du tout comme les autres. Et moi, je l'avais interprété comme justement quelque chose qui était... je devais être
simplette, où je devais peut-être être bête, où j'avais une vraie défaillance. En fait, je ressentais une déficience, en fait, mentale, un retard, parce que je ressentais la comment dirais-je, je ressentais aussi comment les autres pensaient, et je n'arrivais pas à me mettre sur leur même fréquence. En fait, je n'arrivais pas à penser comme eux, et à certains moments, je n'arrivais même pas à penser aussi vite qu'eux, en fait. Donc, il y avait tout ça, et c'était compliqué, en fait, hein. Très 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 compliqué, et principalement parce que ça touchait les choses qui étaient pour le commun des gens, le plus basique. D'accord? Mais pour moi, c'était juste pas possible. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un, je sais pas, me donne son numéro de téléphone. Eh bien, moi, je ne pouvais pas le retenir. Et la personne me le dit 10 fois. Eh bien, je recommence 10 fois. Et 10 fois, je n'arrive toujours pas à me rappeler du chiffre qu'il donne. Toujours pas, d'accord? Ou à l'école, à chaque fois qu'on me donne une consigne, qu'on me dit en fait à l'oral, en fait qu'on me donne un énoncé par exemple, et qu'un énoncé qui est très simple pour la plupart des gens, je vous parle pas d'un problème de maths, hein, je vous parle d'un énoncé en fait qui fait que qui fait que en fait n'importe qui peut le mémoriser en juste quelques secondes et ensuite donner la réponse. Chez moi, c'est absolument impossible. Et c'est très troublant quand vous passez toute votre scolarité vous sentez bien que ça a l'air facile, vous sentez bien que c'est, et que en fait dans mon cerveau il y a un bug, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'information. Voilà, je peux comparer par rapport à d'autres endroits dans ma vie, d'accord, quand je pense, et là il y a absolument aucune information, il y a rien, c'est physiquement, c'est blanc, il y a rien quoi. D'accord? Et ça, c'est constamment, puisqu'à l'école, tout le temps, on va vous donner, il y a beaucoup d'oralité, et on va vous donner comme ça des consignes à l'oral. Et voilà. Et donc, c'est assez compliqué. Bref, donc, moi, je me suis construit avec tout ça, et je me suis construit également avec, en même temps, des endroits où, en fait, j'ai eu deux regards dans ma vie. J'ai eu, et non seulement des regards complètement qui comprenaient pas la personne que j'étais, tellement que je ne comprenais pas ce qui était le plus simple pour tout le monde en fait, hein, pour beaucoup de gens, le truc le plus simple, voilà, moi j'en suis encore à compter sur mes doigts. Moi si tu me dis 3 plus 4, il me faut un temps, vraiment, mais je déconne pas, et il me faut mes mains, attends, nanana, et vous, je sais pas si vous, et en plus de ça, on ressent ce que ressent l'autre, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, donc en plus on a le stress de l'autre, le regard de l'autre qui comprend pas pourquoi 4 plus 3 c'est pas aussi simple pour nous quoi. C'est un exemple hein, que je vous donne, hein, d'accord? Mais c'est un truc qui peut être aussi simple, plus simple que ça. Ou par exemple, je sais pas, le truc, tu vas me chercher une baguette, des œufs et du camembert. Attends, 3 secondes 12, tu m'as dit quoi? T'as dit quoi? C'est quoi? Des œufs? Attends. Non, c'est comme ça hein, que ça se passe, hein, d'accord? Imaginez ça dans une vie, dans un quotidien, en permanence, d'accord? En permanence, tout le temps. Donc les trucs le plus simple, et avec toujours, mais tu fais exprès ou quoi? Je viens de te le dire 10 fois. Non, mais alors en plus avec l'angoisse, le stress, parce qu'on sent que ce que l'autre, il trouve que c'est bizarre, etc. Donc c'est vraiment le truc pas du tout cool. Donc, et d'un côté, il y a ce regard qui est complètement un peu médusé des gens sur comment ça se fait que tu piges pas le truc le plus simple du monde. Alors voilà. Et d'un autre côté, j'étais capable de penser des choses et de faire des choses et d'avoir des trucs de choses, d'accord? Surtout de penser des choses et d'avoir des idées qui laissaient bouche bée la plupart des gens et qui disaient mais d'où tu sors ça en fait, c'est quoi, mais vraiment avec ce truc, etc. Et moi évidemment pour moi c'était complètement naturel, il n'y avait rien de ouf, etc. Ça j'en ai beaucoup parlé dans les loves, mais donc c'est vrai que d'un côté, il y avait ce regard de côté un peu, mais tu sors d'où dans le sens
comment tu ne comprends pas, ce qui est la chose la plus simple du monde, et comment tu fais pour comprendre ou pour penser des choses aussi, enfin, pour pas dire innovantes, mais aussi inédites, on va dire, je préfère ce mot-là, inédites, et d'avoir des compréhensions sur certains fonctionnements aussi profonds. Donc, j'ai toujours eu ces deux trucs-là, d'accord? Donc, moi, j'ai toujours utilisé, par exemple, l'humour pour masquer. J'ai fait beaucoup d'autodérision pour masquer, en fait, tous les trucs qui étaient les plus cons du monde que j'arrivais pas à faire, les trucs, etc. Donc, c'est vrai que, en même temps, j'y réussissais. Et puis, comme je pouvais pas forcément utiliser mon intellect, puisque on se construit après avec des idées qu'on peut pas, qu'on n'est pas intelligent et qu'on peut pas du coup qu'on peut pas s'appuyer sur ça. Et en fait, je crois que naturellement, de ce fait, j'ai développé cette intelligence émotionnelle, en fait. Et puis, en fait, comme on ne peut pas penser avec sa tête, on pense avec autre chose. Et on va penser avec son instinct, son intuition, son cœur. Et c'est marrant parce que quand est venue toute la vague d'intuition, même dans le dev perso, etc., moi, je cherchais encore ce que c'était que l'intuition et tout. J'essayais de penser. Et en fait, jusqu'au moment où je me suis rendu compte, c'est surtout, non, en fait, on fonctionne. Alors, j'aime pas trop en fait, finalement, avec le temps, je me suis aperçue que j'aime pas trop ce terme-là. C'est intuition. Finalement, ça ne me correspond pas, ça ne me parle pas non plus. Mais en tout cas, il y a une sorte d'instinct on pense avec une forme d'instinct. Mais cet instinct a de l'information. Alors vous allez me dire, ça s'appelle de l'intuition. Oui, d'accord, si vous voulez. D'accord. Mais en tout cas, il y a une fulgurance d'information qui vient, et une information qui vient qui n'a pas été raisonnée, qui n'a pas été réfléchie, qui n'a pas été calculée, vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, ça rentre complètement dans ma logique à moi. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours quand même pu penser que enfin voilà, en tout cas c'était une forme de pensée. Bref, j'espère que je vais rester sur mon truc de clair. Donc je reviens à 2012. Donc là, je pense que je vais mourir, et je me dis, ou que je vais, ça se trouve, refaire, enfin si jamais c'était ça, hein, faire un AVC, peut-être refaire un AVC à un moment donné, j'aurais plus, voilà, ou pire, j'aurais peut-être toute ma tête, mais j'aurais plus mon corps. Enfin, c'était compliqué en même temps pour moi, la perspective de futur, et puis surtout la peur de mourir de fou, quoi. Donc je me dis, il me faut cette histoire d'amour, et il faut que je sache avant de mourir si vraiment je suis bête, quoi. Et vraiment j'avais ça. Et donc je décide, donc on m'apporte les résultats. Et au moment des résultats, on me dit, non, en fait, vous n'avez pas fait du tout un AVC. Effectivement, c'est vrai que c'est tous les troubles, mais c'est un rhume de l'oreille. En fait, ce qui crée, je ne sais plus comment on appelle ça, une névralgite, non, je sais plus comment, un truc comme ça, je crois. Et en fait, ce qui causait finalement la perte d'équilibre. Vous savez, du coup, quand on m'a fait tous les tests de toucher mon nez avec mon doigt, etc., moi j'étais comme ça, j'avais eu des gros vertiges. Enfin, j'avais eu vraiment des choses qui disaient que ça avait pu être un AVC. Et finalement, pas du tout. Et moi, ok, super, tant mieux, ok, pas d'AVC, mais en revanche, je suis habitée par ces deux trucs je veux vivre une histoire d'amour heureuse avant de mourir, et je veux savoir, en fait, je veux avoir la confirmation, en plus je me disais ça, je veux avoir la confirmation de savoir si je suis bête. Donc je prends mon téléphone, je décroche le téléphone, je prends un numéro, je vais voir un neurologue. Et je lui explique, et je lui dis, voilà, je pense que j'ai des troubles mentaux très sévères, importants, et je veux que vous me fassiez des tests pour... je veux que vous regardiez mon cerveau, je veux savoir ce qui se passe, etc. Voilà, je veux avoir la confirmation, parce que voilà, je le sais, je suis prête à l'entendre. De toute façon, voilà, je suis prête à l'entendre. En plus, moi, j'avais eu beaucoup de ce qu'on appelle j'avais eu des succès, en fait, des réussites, etc. Et que j'avais toujours mis ça sur le dos de, je sais pas, un espèce de coup de chance, etc. J'avais un syndrome d'imposteur incroyable. Pourquoi? Parce que je viens aussi d'une génération où on a toujours valorisé, en fait, l'intellect
en fait, quelque part, et pas forcément la créativité. Et moi, j'avais, sans le savoir, bien sûr, évidemment, de la créativité et surtout une intelligence émotionnelle extrêmement poussée. Bref, donc, je fais les tests et il me dit, bah non, écoutez, il y a rien. Et je dis, si, je sais qu'il y a continué. Donc, il me fait toute une batterie, etc. Et puis là, il me fait même le truc des nerfs et tout. Enfin, parce que j'étais vraiment convaincue, je lui ai dit, il faut que je trouve. Et là, à ce moment-là, en même temps, j'appelle, en fait, pour faire un test de QI, hein, convaincu, c'était les centres Cogito à l'époque, à Paris, il y en avait un et tout. Donc j'appelle et je dis, voilà, je vais passer un test de QI pour confirmer que mon QI, il est bien, vraiment... Parce qu'à l'époque, on était dans le truc un peu des surdoués, mais moi, j'étais... des trucs du QI, mais moi j'étais vraiment dans le côté pas du tout surdoué, j'étais dans le côté je suis teubée en fait, il y a pas de souci, je vais l'accepter, voilà, j'ai fait une partie de ma vie comme ça, bon bah voilà, moi je veux juste savoir, je veux qu'on me confirme ça quoi. Et donc je passe, elle me dit ok, mais avant il faut il y a d'abord une sélection, on passe pas un test de QI comme ça, en tout cas pas dans les centres où on est, c'est assez select, ou je sais pas ce qu'il disait, bon bref. Et donc on passe d'abord des tests. Je bah oui bah moi bien sûr. Et elle me dit donc en fait les tests c'est 1 heure avec une psychologue qui va déjà évaluer, etc. Bref, donc je fais le test avec la psychologue qui devait en gros, alors et moi j'avais pas pigé en plus parce qu'évidemment en gros en fait si on passe, en fait, en fait, on faisait le test si il y avait une suspicion de surdouance. Et moi, je croyais juste qu'il fallait faire passer le test là avec la psychologue, voilà, qui était sur 1 heure, et qui ensuite, on allait faire le test, mais ça disait pas si on était surdoué, c'était juste, en fait, on faisait le test de QI, puis c'est tout quoi. Vous voyez, donc, je passe le truc. Et voilà, donc je lui raconte ma vie, enfin un entretien en fait, hein, voilà, avec quelques tests comme ça, bref. Ça dure 1 heure avec la psychologue. Et puis elle me dit ok, elle me dit, ah bah là, elle me dit comme ça, là c'est sûr, on va faire le test. Et moi je crois qu'elle me dit, c'est sûr, oui, mais genre j'ai un problème. Enfin, tu vois, est-ce que vraiment on va dire est-ce qu'il y a un problème? En plus c'est marrant parce qu'aujourd'hui on est en 2024 et tout ce que je dis là, moi en 2012 ça pouvait se dire et aujourd'hui ça se dit pas, tout ne se dit pas parce que tout n'est pas c'est vrai qu'on fait très attention à tout ce qu'on dit, etc. Bon, bah écoutez, moi je vous le dis avec comment je le vivais en 2012, parce que là, ça me nécessite trop d'attention et trop de travail de travailler le truc pour essayer de pas... De bien le dire pour que ça vexe personne ni que ça blesse personne, excusez-moi, donc je m'excuse 1000 fois à l'avance juste de ça, mais je suis obligée de le dire tel que je l'ai ressenti à l'époque, d'accord? Donc voilà, donc c'était TTB, voilà, je le ressentais évidemment avec quelque chose de très péjoratif, donc je passe, donc elle me fait passer le test, et c'est fou, c'est que, donc elle me dit, vous avez rendez-vous pour passer le test je crois que c'était dans 10 jours, un truc comme ça. Moi je dis bon ok d'accord, pas de souci, on fait ça. Et donc j'appelle ma pote, voilà, je lui dis bon ça y est, là elle m'a dit que c'était ok pour le test, je suis contente, je vais enfin savoir et tout. Bon voilà, de toute façon je sais qu'il n'y aura pas de surprise, moi je suis prête à savoir, mais vraiment j'étais comme ça. Et entre temps, je revois le neurologue, machin et tout. Bon, on fait beaucoup de batteries de trucs. Et là, d'examen, etc. Et je vois en même temps, je fais en même temps, il m'envoie avec une orthophoniste. Ah oui, parce que en même temps, persuadée que j'ai un problème, j'envoie, puisque je sais que j'ai un problème, j'appelle aussi une orthophoniste. Je lui dis voilà, j'ai un problème, c'est sûr, donc je veux passer tous les tests. Peut-être que je dois être dyslexique, dysorthographique, quelque chose. En tout cas, je veux savoir, je sais que j'ai un problème, donc je veux passer tout ce qui se passe. Et c'est sûr que du coup, je me disais voilà, je dois être dyslexique,
dyslexique, 10 machin, 10 trucs, quoi. Voilà. On est en 2012, hein. Il n'y a pas autant d'informations qu'aujourd'hui, hein. Vraiment, gardez quand même à l'esprit. Mais en tout cas, pour moi, c'était genre, aujourd'hui, je vois tout avec des vertus, évidemment, hein, mais à mon époque, enfin, en tout cas, il y a seulement 12 ans, d'accord. Et dans mon état d'esprit, qui n'était pas du tout celui d'aujourd'hui, c'était en fait que des défaillances, hein. C'était que comme ça que je le voyais, d'accord. Donc, et là, je passe l'orthophoniste qui me fait la dyslexie, qui me fait la dysorthographique, qui me fait machin, qui me dit non, il n'y a rien, je reviens le deuxième jour, elle me fait encore une autre batterie, il n'y a rien d'examen. J'ai fait tous les trucs, hein. Troisième jour, et elle me dit non, machin, et puis là, je passe après des batteries, une autre série, en fait, et parce qu'elle me dit, attendez, je vais vous faire une autre série, etc. Et puis, elle m'appelle une semaine après, elle me dit... et tout ça en même temps que j'attendais le rendez-vous qui était 10 jours après et tout. Et elle me dit, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que je peux vous voir? J'ai trouvé ce que vous avez. Et moi, je me dis, d'accord, ok. Donc elle me dit, voilà, je viens de faire, j'ai compilé tous les résultats que vous avez passé, tous les tests qui s'est passé. Et en fait, eh bien oui, effectivement, vous avez bien quelque chose et qui est à un niveau assez important. Et vous avez un déficit. Et donc elle me montre un graphique où, voilà, elle me dit, voyez, ça c'est le niveau 0, ça c'est la norme des gens et vous êtes là. Voilà. Donc, si je fais un podcast, j'ai dessiné, parce que vous ne pouvez pas me voir, donc une ligne qui disait 0, la moyenne des gens qui étaient au-dessus du 0, évidemment, et moi, déficit, donc je suis sur le truc inférieur du 0, et j'étais vraiment bien inférieur. Et donc, elle me dit... en fait, vous avez un trouble, un déficit, elle me dit pas trouble, elle me dit vous avez un déficit de la mémoire de travail. Et alors ça, j'étais pas encore comme aujourd'hui avec la flemme, avec tout ça, j'en faisais pas encore, j'en avais pas fait encore quelque chose de formidable, hein. j'avais pas encore fait ce truc-là, hein. Donc elle me dit, elle me dit vous avez un déficit important de la mémoire de travail et aussi de l'encodage, du système d'encodage. Alors je dis c'est quoi Alors elle me dit déjà la mémoire de travail, c'est en fait toutes les informations que l'on va noter en fait à l'intérieur de nous en juste quelques secondes, qui sont juste sur de la mémoire immédiate, qui vont vous permettre en fait de pouvoir réutiliser l'information pour ensuite la manipuler. Donc déjà et en plus c'est écrit noir sur blanc, du coup je n'ai même pas la manipulation en moi. Donc je ne sais pas manipuler. Moi, je me dis, ça, je savais, ça, j'avais bien compris le truc. Voyez? Donc, par exemple, eh bien, il y a il y a par exemple ce que la plupart des gens ont, qui est instinctif, c'est la boucle sonore. C'est-à-dire qu'on vous donne un numéro de téléphone et en fait, naturellement, vous faites, ok, 06 22 12 77, nanana. Vous faites ça, d'accord? La plupart des gens font ça. Et ben moi, ça me vient même pas à l'idée en fait d'avoir ça, c'est-à-dire que la mémoire en fait elle sait parfaitement en fait elle a plein de systèmes qui sait mémoriser, voilà, et moi du coup je savais pas. Donc c'est-à-dire que je n'avais pas ce qu'on appelle cette boucle sonore et je n'avais pas toutes ces astuces de micro mémorisation, d'accord, qui vous en rendez pas compte, mais par exemple quand on vous dit une tomate, un machin, un truc, sans vous rendre compte, vous avez des mémotechniques, vous avez une astuce sans vous en rendre compte. Il y a quelque chose qui fonctionne, qui fait que vous le retenez, d'accord? Et que, voilà. Chez moi, en fait, ça n'y est pas, en fait. Donc, je ne peux pas, sur une consigne comme ça, qu'on me donne un truc, je ne peux pas retenir l'information qu'on me donne, d'accord? Même si c'est sur 1/10 de seconde, pour hop tout de suite savoir ce que j'en fais et ensuite redélivrer une réponse, d'accord? Donc ça, je découvre que donc cette mémoire de travail, en fait ne fonctionne, elle a vraiment un déficit important. Et en plus de ça, l'encodage. Alors l'encodage c'est quoi? C'est que parce qu'il y a l'encodage, je sais plus c'est quoi l'autre, et ensuite la récupération.
D'accord? Donc l'encodage, c'est la première phase. Donc l'encodage, en fait, c'est le fait, c'est ce système qui fait que je n'entends même pas l'information. Donc par exemple, dans les tests, j'avais des listes, voilà, de mots. Et moi, c'est pas comme si en fait, mon cerveau, il entendait les mots et qu'en fait, il n'était pas capable de stocker. Il y a le stockage, voilà. Après, est-ce qu'il y a encodage, stockage et récupération? Bref, voilà. Donc le stockage, donc je retiens l'information, ça c'est l'encodage, c'est naturel, hein, quelque chose que, voilà, c'est vraiment naturel. Et il y a le stockage, c'est-à-dire que ça l'emmène dans la bonne mémoire, etc. Et ensuite, il y a la récupération, le système d'aller le récupérer, en fait, au bon endroit, ok? Donc moi, c'est sur la première phase de l'encodage. C'est-à-dire que je n'entends même pas le mot qu'elle me dit. Donc sur une liste à l'époque de, je crois, 6 mots, 4 mots, je sais plus, c'était assez, j'ai plus trop noté, de toute façon j'ai pas trop noté, mais peut-être qu'il y en avait peut-être 2 que je n'entendais pas, et vraiment je me dis mais non, je l'avais pas dit, et elle si, j'ai dit, et moi non, je l'avais pas dit, parce que vraiment le truc, donc je sais pas si vous imaginez, même moi dans ma vie, comment non seulement j'ai dû tout le temps faire répéter aux gens ce qu'ils disaient, et en plus de ça, des fois je disais mais non, ça n'a pas été dit, ou putain j'ai pas noté, ou ça, ou autre, bah j'ai pas compris comme ça en fait, j'ai pas compris comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est ce qui fait que, et ça me donne des réponses comme ce que je vous poste, que tout le monde se marre, mais c'est très sérieux. En tout cas, voilà, je l'ai épinglé sur mon je l'ai épinglé sur mon, qu'on appelle ça, sur ma page, hein, où vraiment, genre, les réponses soi-disant absurdes, mais qui ne le sont absolument pas. Hein, par exemple, voilà, il y a une histoire, et après on dit, je sais pas, la question, je suis, normalement c'est le nom du personnage qu'on met, bah moi je mets mon nom, je suis, je mets Eden par exemple, et c'est que des trucs comme ça, et qu'est-ce qu'il y a entre je... Et par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a entre le mot je. Enfin, bon, je vous l'ai posté là, vous voyez ce que j'ai fait. Vous voyez, bah, pour moi en fait, ce sont mes réponses. Et mes réponses sont vraies en fait. Et c'est vrai. Et en plus, à chaque fois, parce que comme je sais que je fais des erreurs, puisque à chaque fois que j'ai été notée et on me disait bah non ça c'est faux, etc. Maintenant j'ai toujours le doute, et du coup je crois qu'il y a des pièges. Donc j'ai grandi avec ma scolarité, avec le fait que se trouve il y a un piège, et que dans ce qu'on, voilà, enfin du coup c'est venu mettre un vrai problème sur mon propre système de pensée, de logique, etc. Enfin bon, bref, je vous la fais courte. Quoique c'est pas très court là. Mais, et donc elle me dit, donc là il y a, et elle me dit, j'avais quel âge? J'avais 12 ans de moins. J'avais 15 ans, donc j'avais 12 ans de moins. Et elle me dit, et là j'ai cru que c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Parce que vraiment, hein, c'était un jour incroyable. Et je lui ai dit, mais vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse. Parce que en plus, elle me dit, ce qu'il y a, c'est que c'est très rare de voir ça chez des personnes de votre âge. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas d'où ça vient. Et je ne sais pas si c'est congénital, si c'est de naissance, et si vous allez pouvoir récupérer. Et donc voilà, donc avec le neurologue, etc., ils font un truc, ils me font une prise en charge, et du coup ils me disent bah voilà, une espèce de prise en charge à vie en plus, et là ils me disent ben en fait on va partir sur de la rééducation. Ça a duré 1 an. Et on va partir sur de la rééducation. On a aucun moyen de savoir si on est capable de récupérer quelque chose ou pas. Mais on va y aller. Et on parlait pas du tout de TDAH. Hein. Mais de toute façon, moi, j'avais même jamais entendu parler de ça. On était en 2012. Hein. Donc, voilà. Et moi, là, je suis heureuse.
Vous savez ce que j'ai fait? Je suis hyper heureuse. J'embrasse l'orthophonie, je lui dis, vous pouvez pas vous imaginer, je suis soulagée. Je savais que j'avais un problème, je savais que j'avais un truc qui allait pas dans ma tête, je savais que j'étais bête, mais tout va bien. Et elle me dit, ah non, 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 vous n'êtes pas du tout bête. Elle me dit, rien à voir avec ça. Elle me dit, en plus de ça, vos tests alors là, vous allez rire. Elle me dit, le test sur le vocabulaire, vous êtes même au-dessus de la moyenne. Elle me dit, en fait, et moi, j'ai toujours eu des zéros en dictée et tout, tu vois. Donc, je me dis, comment ça, j'ai un vocabulaire super? Mais non, mais je suis incapable, moi, je fais des fautes de syntaxe, de grammaire et tout, j'ai pas de vocabulaire et tout. Elle me dit, si, dans le test, vous êtes même au-dessus de la moyenne, etc. Bon, bref. Évidemment, parce qu'il y a tout un tas de trucs qui fait que... Bon, bref, peu importe. Et là, je lui dis, ah bon, mais c'est nouveau. Bon, ok. En tout cas, l'important, c'est que je sache, et elle me dit, rien à voir avec l'intelligence. C'est... Enfin, faut pas le voir comme ça, ou je sais pas quoi, comment elle me dit, bref. Mais moi, je me dis, je m'en fous, j'accepte, pas de problème. L'important, c'est que j'ai ma confirmation. Et ben, c'est ok, je suis teubée, mais au moins, je sais, et tout va bien, et c'est pas grave, quoi. Voilà. Et je vais faire de la rééducation, et même si ça fonctionne pas, au moins... En fait, c'est comme si le résultat était plus important pour moi. Je voulais qu'on me confirme que c'était bien ça, quoi, tu vois. Et donc là, je suis hyper heureuse. Et vous savez ce que je fais? Mais je suis hyper heureuse. J'appelle le centre de Cogito. Et je leur dis, écoutez, vous savez quoi, j'annule le test, ça sert à rien, ça y est, j'ai trouvé, je sais ce que j'ai, donc oui, j'ai bien un déficit, voilà. Moi, je suis restée sur le déficit, hein. Donc, c'est bien ça, je suis heureuse et je savoure et tout. Je rentre à mon boulot. Et là, je reprends enfin, j'avais pas terminé mon boulot. Et là, je fais, dans les 2-3 jours qui suivent, hein, je me sens habitée, je me dis... Je me sens libre, je me sens libérée, heureuse, je me sens bien. Et là, voilà, j'ai un entretien avec mon patron et je lui fais comprendre en fait, que c'est la fin, quoi, que je veux partir, quoi. Et je sais absolument pas ni ce que je vais faire, ni rien. Je sais juste que je me sens libre, je me sens heureuse et que voilà, je sais, quoi, en fait, tout simplement que vraiment une nouvelle vie, quoi. Je sens la nouvelle vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je vais le célébrer et tout. Ça vous paraît peut-être fou parce que c'est genre je célèbre un déficit. Mais en fait, moi, je célèbre ce que j'ai toujours ressenti de moi. Donc, je me dis, voilà. Donc, bref. Et donc, du coup, je quitte mon job. J'avais une super place. Mais de toute façon, je m'épanouissais pas du tout. J'étais pas heureuse. J'étais pas bien. Voilà. Donc, on va plutôt dire, je me fais quitter mon job. Voilà. En sorte que, voilà, que ça se passe comme ça. Et puis voilà, et puis de toute façon je pouvais pas continuer. Et puis après, et donc je décide de monter ma boîte, mais je ne sais pas de quoi, et ça dure 2 ans comme ça, à pas savoir, et bref. Et pendant ces 2 ans, je fais aussi ma rééducation, voilà. Et là je fais ma rééduc, et j'ai très très mal à la tête, et en plus, voilà, faut pas avoir de problème d'ego, mais moi je m'en fous, j'étais heureuse, hein, parce que je savais que j'avais un problème, hein. En fait, on me donne des Legos, on me donne des... parce que moi je ne peux pas mémoriser avec Enfin, je peux pas faire travailler ma mémoire de travail, donc l'information, elle peut pas être retenue de la même façon que la plupart des gens. Donc moi, j'avais besoin, quand elle me disait un truc, de toucher quelque chose. Et encore aujourd'hui, hein, je l'ai. Hein. Donc j'ai vraiment besoin de toucher des choses, etc., pour comprendre. Et le cerveau, il bug sur une consigne hyper simple, je ne sais pas. Donc, et ça demande beaucoup d'humilité pour je sais pas si c'est le mot, hein, je sais pas si c'est le mot, mais pour vivre ça, parce que on sait que c'est facile, on voit comment les gens, il y a même pas un sujet pour eux, comment ils savent, et comment nous, il y a même pas une seule information qui vient dans la tête, donc on peut même pas on sait même pas quoi dire, enfin on sait même pas quoi faire, et en plus le corps il se met à être dans un état de stress très important, d'accord. En plus de ça, évidemment, parce que t'as toute une scolarité qui est venue bien marquer tout un tas de choses, bref. Mais finalement, je m'en suis quand même sortie un peu au départ de ma scolarité, parce que j'étais quelqu'un, et sans le savoir, je savais pas que j'étais dans le TDAH, etc. Mais
En fait, mon hyperactivité a fait que j'étais quelqu'un qui parlait tout le temps. Donc, j'étais aussi, du coup, hyper volontaire. Parce que finalement, moi, mon hyperactivité, elle se met... C'est pas, je sais pas que j'ai la bougeotte, mais en fait, c'est sur la parole. Donc, il faut que ça... Voilà, hein, vous avez compris, et j'en ai fait mon job, donc tout va bien. Et donc, c'est ce qui fait que du coup, il fallait que je parle. Moi, je pouvais pas rester 1 heure sans parler, c'était pas possible. Et donc, j'utilisais ce besoin, etc. Et puis, j'avais compris que, donc ça, c'est l'intelligence émotionnelle, j'avais compris que les maîtresses, ils étaient sensibles, en fait, à des comportements de personnes. Et pas tant à s'ils avaient tout compris, le truc. Et en fait, ils voyaient chez moi quelqu'un qui était volontaire, parce que je parlais, mais en fait c'était plus fort que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Même si la réponse était fausse et tout, mais j'avais vite compris quand j'étais enfant qu'un comportement volontaire comme ça, et puis j'étais extrêmement... j'étais super comme petite fille, c'est-à-dire que j'étais drôle, j'étais très gentille, j'étais hyper souriante, j'avais aussi tout ça. Et puis j'étais pas du tout, moi j'ai pas du tout eu l'enfance, j'étais pas du tout introvertie, j'étais pas au fond de la cour, hein. Moi j'avais une bande de copains, d'ailleurs je faisais partie de toutes les bandes, j'étais pas du tout j'étais même vraiment, moi j'ai pas du tout été harcelée, mais ça existait même, enfin ça existait le harcèlement, hein, mais je veux dire, on n'en parlait pas du tout, hein, à l'époque. Mais je veux dire, je faisais pas partie de ces gens-là. Je faisais vraiment partie de ces personnes qui qui avaient ses copines, qui avaient plein de copains. De toute façon, moi, j'étais de tous les jeux, et même en plus, j'étais de ce genre. J'étais le trait d'union entre ceux qui étaient toujours de côté et les gens qui étaient les plus... alors à l'époque, ça disait pas populaire, on disait pas ça, mais on va dire comme ça. Parce que j'avais un... Mais ça aussi, hein, c'est relié aussi au TDAH, apparemment. Hein, c'est en fait des valeurs des idéaux et valeurs et un sens de la justice très très fort, et je ne supportais pas quand il y avait des gens qui étaient à l'écart, en fait. Et moi j'étais toujours la copine de celui qui était à l'écart, qui était pas aimé, etc., qu'on se moquait, voilà. Et moi j'étais toujours avec eux, et je les amenais en fait dans la bande. Vraiment c'était comme ça, et j'ai toujours fréquenté du coup, et j'ai toujours été avec et les personnes qui étaient très introverties, qui se sont toujours senties rejetées des autres, etc. Et moi j'étais toujours celle qui venait les défendre, qui venait voilà, j'avais ça, moi j'ai fait je menaçais les gens qui ne jouaient pas avec ces gens-là, quoi, et tout. Mais vraiment, j'étais des trucs de ouf, quoi. Et en même temps, j'étais vraiment celle qui, voilà, était de tous les jeux. Bref, donc j'étais pas du tout cet enfant introverti. Donc on pouvait pas déceler en fait un problème, puisque j'étais volontaire, j'étais gentille, j'étais présente, pas présente, de toute façon on pouvait pas rater, c'est après que j'ai raté les deux. Mais dans ma petite enfance, dans ma scolarité, mais en revanche les résultats suivaient pas. Mais on m'a toujours fait passer, parce que il y a toujours marqué volontaire. Voilà. Et puis, il y avait des maîtresses qui avaient senti chez moi, mais qui n'arrivaient pas à comprendre, mais une sorte de maturité. C'est-à-dire que quand elles me parlaient, et ben, apparemment, pour elles, je disais des choses qui étaient très matures. Moi, je me disais, pas du tout, quoi. Vous voyez? Donc, je me disais, absolument pas, quoi. Et donc, comme je vous dis, j'avais ces deux trucs, et en même temps, des consignes et des exercices très simples, c'était pas possible. Par exemple, à toutes les premiers jours d'école, c'était un enfer pour moi, parce que sur ma première page, elle disait à voix haute, vous mettez votre nom dans la marge, la date à droite et le truc au milieu de la page. Mais moi, si tu me le dis comme ça, je ne peux pas retenir. Je ne peux pas retenir. Donc et je sais plus ce qu'elle a dit, donc je demande à mes voisins, du coup je me fais engueuler parce que je demande à mon voisin, parce qu'on me dit bah t'avais qu'à écouter. Heureusement, comme j'étais quelqu'un de gentil, donc à chaque fois je disais ouais désolé, bah tu vois j'étais un peu truc comme ça. Enfin, en tout cas j'avais une attitude qui faisait pas agressif. L'agressivité est arrivée après, ça c'était au lycée. Après, et encore, bref, non, pas trop. Mais j'avais vraiment, et donc, le truc le plus simple qu'elle disait, moi, c'était pas possible. Et on me disait, en fait, que j'étais étourdie. Donc, j'ai grandi avec, je suis étourdie. Et puis, de l'autre côté, d'une façon aussi personnelle,
Alors vous voyez là, la femme que je suis, ben voilà, on va dire que j'aime les belles choses, j'aime ce qui est beau, j'aime la beauté. Enfin, en tout cas, moi, dans mes goûts à moi, on va dire, voilà, tout ça. Et à côté de ça, eh bien, j'étais quelqu'un, donc j'ai toujours aimé les robes, j'ai toujours aimé les jupes. Moi, j'étais garçon manqué, mais avec des jupes, hein, d'accord? C'est-à-dire que en fait, je sais même pas si ça veut dire garçon manqué. C'est-à-dire que moi, je grimpais tout le temps aux arbres. Alors, si garçon manqué, c'est grimper aux arbres, enfin, franchement, ça, c'est le truc de l'ancien monde. Mais en tout cas, voilà, je jouais, et sans faire attention comment j'étais habillée. C'est-à-dire que le matin, j'étais toujours habillée en jupe, et j'avais oublié, effectivement, l'après-midi, qu'on faisait des jeux où tout d'un coup, bah, tu tombes dans la cour et tout, donc ta jupe, elle se déchire, ou voilà, ou moi, quand je mange, bah, assez régulièrement. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai des tips voilà, mais en tout cas, à l'époque, bah, je me tâche. Du coup, après, du coup, pour ma mère qui était extrêmement coquette, et en plus, nous, on grandit, on était que des filles très, très coquettes, très, très soigneuses, etc. Donc, je grandis avec le côté un peu souillon, le côté un peu sale, enfin, sale parce que, tu vois, voyez, par exemple, avec ton stylo plume, là, vous écrivez bien, etc. sur votre page, et puis, ben, c'est aussi le TDAH qui fait ça. Et puis les mouvements, vous voyez, les mouvements, ils sont pas clairs. Il faut savoir que dans le TDAH, il y a aussi un problème de motricité, d'accord? Et d'ailleurs, c'est fou parce que j'ai fait de la gymnastique après et j'étais très très forte à la poutre. J'étais hyper douée à la poutre. Bah, et en fait, pour les TDAH, c'est extrêmement recommandé de faire de la poutre pour justement refixer sur le côté équilibre. C'est fou, hein? Vous voyez, on fait déjà les sports en fait qui nous correspondent. C'est ouf, je trouve. Et bon, bref. Et pourquoi je vous parlais de la poutre? Je ne sais plus. La gymnastique, pourquoi je vous parlais de ça? Je ne sais plus. Ça va aller, je vais revenir. Et donc, d'un côté, ben voilà, il y a un côté très féminin, je me sentais très fille, etc. Et en même temps, ben j'avais... ah oui, le stylo plume qui buvait, qui bavait. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, et donc j'écris bien mon nom, et puis ben, mon mouvement, comme il est un problème d'équilibre, de paramétrage aussi visuel, fait que ben, en fait, ben, ça tâche, quoi. Puis j'en ai là, et voilà. Donc vous êtes toutes jolies, toutes bien, machin, mais vous êtes tachées, votre cahier il est dégueulasse, et vous êtes dégoûté, quoi, parce que voilà, vous comprenez pas ce qui se passe, et pourquoi les autres ils ont l'air si appliqués et pas vous, et ça met un stress immédiat, et on vit avec continuellement ça. Et surtout, c'est qu'à l'école, et principalement à l'école primaire en plus, et même de toute façon, même toute la scolarité avec des consignes à l'oral. Il y a, quand c'est écrit c'est bien, mais moi, quand j'étais, avant de savoir lire, la consigne, elle était orale. Et c'est pas toujours simple en fait. On comprenait pas. Moi je suis du genre, quand on me disait mets les cubes, va mettre les cubes là-bas, je prenais les cubes et en fait à mi-chemin je sais plus ce que c'est. Mais je déconne pas, je sais plus. Aujourd'hui là, quand ça peut m'arriver par exemple, mon verre je vais oublier de le mettre dans le lave-vaisselle. Mais je vais partir pour faire un truc et je ne sais plus c'est quoi. Alors tout le monde va se marrer, me dire oh mais moi aussi j'ai ces petits trucs là, etc. D'accord, bah peut-être que vous avez aussi un trouble. Mais quand c'est d'une façon au point que moi c'est vraiment un trouble, vraiment il y a des parties que je n'ai pas encore dans mon quotidien, que je n'ai pas encore réussi à retransformer complètement, et à aujourd'hui je peux vous assurer que je peux me retrouver avec des choses dans mon frigo qui n'ont rien à foutre là, et tout d'un coup un bug de putain c'était quoi que je fais, c'est quoi que je voulais, qu'est-ce que c'était, enfin etc. Bref, et sur des choses, et en tout cas voilà. Et donc mais en revanche, cette intelligence émotionnelle et cette format de pensée qui pense avec du coup son instinct et avec d'autres codes que le raisonnement. Mais moi finalement, ce qui est fou, je sais pas si vous allez me comprendre, c'est que moi je crois quand même que je raisonne. C'est mon raisonnement à moi. Mais en fait, ce n'est pas le raisonnement de la plupart des gens. Mais donc du coup, c'est assez... bref. Donc, tout ça pour vous dire que du coup je décide nouvelle life, etc. heureuse. Au bout d'un an, donc j'en ai marre, j'ai beaucoup mal au crâne, beaucoup. En plus je me souviendrai toute ma vie de cette première séance de rééducation où
Et parce que en fait, tout d'un coup, j'ai des nouvelles informations dans ma tête que normalement, que normalement j'ai pas. Ça me force à faire des trucs que je sais pas. Enfin bon, bref, peu importe. Mais j'ai mal à la tête et tout. Mais je le fais. Au bout d'un an, j'arrête et je dis à l'orthophoniste, ben, écoutez, on voit un petit peu une amélioration, en tout cas dans la séance, puisque dans la séance, je suis quand même. En plus, elle est super adorable, elle est bienveillante, elle est canon, elle est top, elle est vraiment magnifique. Et avec moi, elle est hyper tout quoi, patiente et tout. Du coup, je me sens pas en stress, je me sens bien. Et voilà. Et je lui dis, écoutez, maintenant, ça fait un an et en fait, je pense que je peux commencer maintenant à vivre un peu avec ça. Et j'ai compris, je sais quels sont les endroits où je dois faire. Et on ne parle pas du tout encore d'attention. Hein. On ne parle pas du tout encore d'attention. Mais en fait, évidemment, aujourd'hui, je sais que c'est absolument c'était l'attention. Donc je dis au revoir à cette orthophoniste au bout d'un an et qui a fait un travail fabuleux avec moi. En fait, je pense qu'elle a surtout fait un énorme travail de... Bon, finalement, en fait, j'ai repris confiance. De toute façon, il y a eu un truc un peu comme ça, où je sais pas, il s'est passé un truc, quoi. Mais ça m'a fait du bien. Et puis, j'avais prévenu tout mon entourage, ça c'était important. Je pouvais enfin dire à mes enfants, ben écoutez les enfants, voilà, sachez que ben c'est pas... donc c'est normal, que quand je répète les choses, c'est complètement normal, parce que je répétais beaucoup. Bah vous savez, hein, je répète. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon truc en me disant, mais de toute façon, les gens, c'est bien de répéter pour eux, comme ça intègre. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en ai fait un vrai outil, une vraie méthode, un truc de fou. Alors qu'en fait, c'est complètement naturel chez moi. Bref. Et donc, voilà. Et je fais ce... Du coup, j'arrête. Et puis, et puis arrivé là, ben, j'ai toujours pas ce que je veux faire, mais je suis heureuse parce que je sais que j'ai un problème, parce que vous me paraît bizarre de dire ça, et que enfin je vais pouvoir me reconstruire en sachant ça en fait, en sachant ça. Excusez-moi. Oh mon chat, tout va bien. Voilà. Oui, parce que si je fais des loves plus longs d'1 heure, en fait, mon chat, il pousse la porte, il rentre, il peut pas s'en... Voilà, donc il est là parce que pour lui, j'étais trop longue. Tout va bien. Donc, voilà. Je t'aime. Donc, au bout d'un an, je sais plus quoi, je sais toujours pas, n'empêche ce que je veux faire, etc. Et puis, bah en fait, comme j'ai de la disponibilité, puisque j'étais plus en activité, bah moi, je fais ma passion en fait à fond, qui était le dev perso. Donc moi, je me mets à fond dessus, je fais mes soirées avec mes copines, je fais mes soirées. Là, on arrive à peu près en 2014, un truc un peu comme ça. Vous voyez, ce que c'était en 2012, hein, donc 2 ans après. En fait, c'est là où mes copines, elles me disent, mais donc moi je suis à fond disponible, je suis à fond hyper heureuse et ouverte à fond de dev perso, et en plus j'ai plus de problème de conscience de qui je suis, si je suis teubée ou pas, puisque ça y est, maintenant je sais, etc. Et je démarre excusez-moi, le chat, super. Et donc voilà, et là, l'histoire, vous connaissez, mes copines qui me disent, mais écoute, il faut vraiment que tu deviennes coach, t'as un vrai talent, t'as un vrai truc et tout, puis t'as vu comment tu penses les choses, c'est fou comment tu fais. Puis c'est vrai que en même temps, j'avais je mémorisais, en fait non, je comprenais des choses qui pour elle n'étaient pas du tout à la portée de tout le monde. Je comprenais des choses qu'elle me dit, mais où est-ce que tu as vu ça dans cette phrase-là, ou dans ce qu'il a dit, ou dans le machin. C'est-à-dire que j'avais un prisme qui était complètement différent. Et en même temps, et à chaque fois, ça apportait des choses extraordinaires. Mais ce qui était bien, c'est que de toute façon, dans mes boulots, c'était aussi comme ça. Hein. Ça m'a jamais posé de problème, à part de quand même masquer moi à l'intérieur de moi le fait que je pensais que j'étais teubée quoi. Mais voilà. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que regarde, je suis en train de travailler. Et pour ceux qui sont en podcast, j'ai mon chat sur moi qui me dérange. Enfin, de travailler. Je suis en train de parler. C'est parce que je pensais à la mémoire de travail. Et donc, je monte ma boîte, je me crée un alter ego, ça vous connaissez l'histoire, etc. Tout va bien, on est bon. Et puis voilà. Et l'année dernière, je commence à effectivement, et on commence à m'informer. Alors il faut savoir que quand je vous parle de troubles, c'est du genre, voilà, par exemple, moi j'ai cru que j'avais une phobie administrative, puisque en fait, depuis toujours, aïe, ça fait hyper mal.
il ronronne et il me mord le truc en même temps. Et parce qu'il veut que je sois totalement avec lui, mon chat, là. Hyper dépendant affectif, là. Jaloux et tout, là. Non, pas jaloux, faut pas dire ça. T'es pas jaloux. Excusez-moi, j'y vais. Oh. Vous l'entendez ronronner de fou en plus? Il est exclusif, mais moi de toute façon j'aime bien l'exclusivité. Qu'est-ce que je disais? Et donc, j'espère que tout va bien, je vais réussir à le dire. C'était quoi l'histoire? Ah oui, phobie administrative. Alors là, donc toute ma vie d'adulte, en même temps, gros problème parce que, alors super, dans votre taf, vous avez des idées de génie, sauf que quand vous... Qu'est-ce que t'as? Tu vas faire des bisous? Et sauf que quand je rentre chez moi, je me retrouve avec mon quotidien à moi, qui est en fait la boîte aux lettres qui est jamais ouverte, le moindre papier c'est une crise de panique. Mais là, je vais faire court, hein, mais c'est du sérieux. Hein, c'est-à-dire que ce sont mes copines qui, à peu près, tous les 18 mois, déboulent chez moi. Moi, je suis en larmes, je suis dans tous mes états, et qui vont me trier mes papiers, qui vont m'ouvrir ma boîte aux lettres, qui vont me faire des tableaux de je sais pas quoi, de gestion de mon argent, de mon truc, etc. Et je grandis comme ça. Et je déconne pas. Et plein de poils de chat, là, maintenant, avec mon chat sur moi. Et en fait, et donc je crois, et je finis par croire même que j'ai un trauma avec les papiers. Et en même temps, je vois que tout le monde sait le faire et je comprends pas pourquoi moi, un papier me panique, pourquoi j'arrive pas à répondre à une question claire, j'arrive jamais, à chaque fois quand en plus on me donne un seul exemplaire pour remplir le truc, j'ai la panique parce que moi, j'ai jamais réussi à remplir un questionnaire correctement en un exemplaire. Moi, il m'en faut plusieurs parce que je vais comprendre des fois, il y a plein de questions qui paraissent simples pour la plupart des gens, mais en consigne, mais pour moi, pas du tout, quoi. Vous voyez? Donc bref. Et d'ailleurs, c'est comme ça que sur les tests de TDAH que voilà, là, ça a été sans appel, quoi. C'est-à-dire que la consigne, du coup, tu es obligé de faire une feuille à part en disant, voilà, au cas où, si vous me demandez, c'est ça. Si vous me demandez ça, c'est ça. Parce que, en fait, quand il parlait, par exemple, dans les tests d'exemples, je sais pas si c'est des exemples et que je dois vraiment noter par rapport à l'exemple en lui-même ou si c'est juste à titre informatif. Donc du coup, je suis obligée de répondre des deux façons parce que, voilà, moi, c'est ce que je crois, parce que je suis pas sûre. Bref. Et donc, je continue, mais ça, c'est important que vous sachiez sur cette partie administrative. Donc, du coup, toute ma vie d'adulte, c'est des retards. C'est dans tout ce qui est administratif. Je suis allée je sais pas combien de fois aux impôts. Ils me connaissent, hein, ils savent, hein, voilà, que c'est compliqué, que voilà, ils m'ont toujours dit, vous savez, on n'est pas méchants et tout. Je dis, ouais, je sais, rien à voir avec vous. C'est juste, je sais pas, j'ai de la panique, j'y arrive pas, je suis dans tous mes états. Et pour tout, hein. Et pour le parc-mètre, donc je me retrouve avec des dizaines, si c'est pas des centaines d'amendes, mais je déconne pas, quand on parle de troubles, les gars, on parle pas je vous parle pas de troubles, je vous parle pas de ouais, mais moi aussi, il y a des amendes qui n'est pas payées, non, mais on est d'accord, moi je vous en parle de 80, je vous parle de 100, amendes, je vous parle de dizaines de milliers d'euros, vous voyez, enfin vraiment, parce qu'il y a les agios, il y a les relances, il y a le machin, etc., mais si de toute façon tu peux même pas aller au parc-mètre, alors une relance, je t'explique même pas comment. Bon, tu sais quoi, mon petit chéri, je te remets dehors. Hein. Là, je parle à mon chat pour ceux qui sont en podcast. Parce que là, ça va pas, tu me troubles. Voilà. Alors, en plus, je parle du trouble de l'attention. Tout va bien, on est bien. Allez, voilà. Donc, on recommence. Excusez-moi, il faut vraiment que je bloque la porte, en plus. Je suis là, hein, pour ceux qui ne voient pas, mais je suis là. Voilà, je suis là. Excusez-moi, parce que c'est une porte qui te pousse, c'est pas une porte qui se ferme. Bref. Donc je vais te mettre plein de trucs derrière. Et donc, compliqué, alors en plus avec tout ce que ça a pu me causer auprès des banques, auprès de tous les systèmes administratifs, les gens qui te regardent. En plus le truc qu'il y avait, c'est que moi j'arrive comme je suis, hein, tu vois, avec mes talons, avec mes tenues jolies, mes ongles, mes cils, mes trucs, etc. Et quand ils me parlent, je semble pour eux mature, intelligente, etc. Et en même temps, j'ai des comportements qui sont irrationnels pour eux. Donc, ils ne comprennent pas.
Voilà, donc en fait, j'ai pas la tête de l'emploi, peut-être. Ça doit être un truc un peu comme ça pour eux. Et voilà. Donc, tout ce qui est échéance, ce n'est pas possible. Donc, dans le TDAH, je vous rappelle aussi qu'il y a ce trouble de l'organisation et de l'anticipation. Hein, donc, voilà. Donc là, on est bien dedans. Dans une société où, justement, tout est complètement... c'est une société qui est organisée, qui est... Bon, bah ça c'est compliqué. Hein. Donc et ça c'était fou parce que dans mon job, pour pas dire je brillais, en tout cas je réussissais mon job et ouais c'est vrai il y a eu des moments où vraiment j'ai ce qu'on appelle briller. Je sais pas si ça se dit de dire ça, mais bon voilà quand même. Et en même temps, quand je rentre chez moi, je suis à la ramasse, j'ai 8 ans et demi, je sais que j'ai peur d'aller à ma boîte aux lettres, je n'y vais pas, et voilà, et je sais que dans 18 mois, dans quelques temps, je vais devoir appeler mes copines à la rescousse, et voilà quoi, et donc ça c'est juste impossible. Mais quand je vous dis que c'est impossible, c'est impossible. Alors après, et j'ai lu tous les livres au monde qui existent sur la procrastination, rien à faire quoi, tu vois, et c'était pas du tout mon truc. Et en plus, rien que quand je les voyais faire, je transpirais. Je fais un coucou à ma meilleure pote Marie, qui depuis tout, on s'est rencontrés, on avait 16 ans. Et on est toujours ensemble. Et c'est elle qui, chaque année, donc elle m'a toujours connue, à 20 ans, à 22 ans, à 24 ans, à 28 ans, 30 ans, être là et me faire mes papiers. Depuis toujours. Mais elle attend en plus, elle sait qu'à un moment donné, et moi à chaque fois je crois que cette fois ça va aller, c'est comme si elle me remettait à zéro et ça me fait le sentiment de bon allez, cette fois, pouf, c'est bien, là tout est remis à zéro, tout est cadré, tout est bien, c'est bon, allez, je me reprends quoi. Et puis je crois que je me reprends et puis 3 mois après, et puis même pas 3 mois après, hein. J'arrive à mettre le bon papier dans la bonne ramette qu'elle m'a mis, dans la bonne fiche une fois, et puis après j'y arrive plus, puis après j'oublie, puis après ça passe, puis après je me dis non mais je le mets là, mais je le mettrai après tout à l'heure dans le truc, etc. Et on reprend en fait son naturel, en fait, tout simplement. Et c'est un enfer. Je veux que vous le sachiez. Alors, mais vraiment, quand tu ne sais pas ce que tu as, c'est un enfer. Autre trouble, imaginez, je travaillais à Paris, moi j'habite à 50 km, et je suis convaincue sur tout le long de l'autoroute que j'ai oublié d'éteindre mon fer à repasser ou ma machine ou ma cafetière. Et là, je suis prise d'une énorme angoisse, vraiment, genre tu transpires, tu sais que t'as oublié, t'en es sûre, et t'imagines la catastrophe tout le temps, la maison qui va brûler, et est-ce que ton enfant, putain, ça se trouve, il est peut-être pas encore allé à l'école et tout, il est là, et tout, et comment tu vas faire Et un enfer, et je me suis vue, j'étais sur l'autoroute, je viens d'arriver au travail, et je repars en larmes, transpirant chez moi, parce qu'il n'y a personne qui peut aller chez moi, parce qu'il n'y a personne qui a mes clés, pour savoir si le fer à repasser, il est bien allumé, et que en fait, non, il est bien éteint. Et la cafetière éteinte. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai dû réellement... oublier, alors j'ai oublié 2 fois la machine à café, bon voilà, vous voyez, le fer à repasser, parce qu'en fait je me souviens même pas, et je me rappelle même pas du truc quoi, enfin vraiment c'est difficile, et je vous assure que même émotionnellement c'est très difficile à vous raconter ça, tellement qu'il n'y a pas de mots pour vous expliquer l'angoisse que ça peut générer en permanence. D'accord? Donc on finit vraiment par croire qu'on a un problème. De toute façon, on sait qu'on a un problème. donc je revenais chez moi et je préférais revenir chez moi que être en retard. Non, je préférais revenir chez moi et être en retard, tant pis. Voilà. Parce que j'étais convaincue, et en pleine journée, tout d'un coup, tu te souviens de ton fer. Ça s'est brûlé, la maison brûle et tout, et tu repars chez toi et tout, et vraiment. Et donc, j'ai plein de tocs comme ça, effectivement, qui font que, parce que de vérifier 10 fois les choses, et même quand tu les vérifies 10 fois, ça va pas. Alors maintenant, j'ai plein de tips qui est bon. Voilà, que j'ai mis en place, qui m'aide, hein. Par exemple, je fais des photos les jours où je n'oublie pas de faire la photo. Donc voilà, j'ai quand même des trucs. J'ai quand même des choses qui me... voilà, j'ai quand même un papier en gros partant
fer à repasser, cafetière, enfin tous les appareils. Et même si j'ai débranché le fer, si jamais la photo elle est pas bien prise, parce que ok j'ai la prise et débranché, mais ça se trouve le fil, il touche encore la lame du fer qui est chaud. C'est ça la vie, d'accord, qu'on peut vivre. Et ça c'est rien ça. Enfin, si, c'est beaucoup. Mais je veux dire, c'est un des troubles. Quand on parle de troubles, vraiment, faut qu'on aille dedans, en fait, à un moment donné. Il faut que vous sachiez. Parce que tout le monde parle de, oh là là, encore une étiquette, mais là, on est sérieux. Là, on parle de vie qui crée de l'angoisse en permanence, qui crée un vrai problème. C'est-à-dire qu'après, on est inattentif. C'est-à-dire que quand tu sais que ton fer, ou que tu crois que tu as oublié un truc chez toi, ou je sais pas quoi, voilà. Et plus tous les problèmes vestimentaires que ça peut causer, parce que tu oublies que tu es en jupe serrée, et que tout d'un coup, pour déconner, tu vas faire un saut de biche, un espèce de grand écart en sautant comme ça. Tu as oublié que tu as une jupe, et toute ta jupe se déchire. Mais vous savez combien de fois ça m'est arrivé ça? Souvent. Ou en fait t'es en talons tout le temps, mais t'as l'impression d'être en basket. Du coup en fait tu cours, tu marches n'importe comment, que t'as tes talons qui sont toujours pris dans les bouches d'égout. Moi je me souviens, j'avais rencontré la première fois que je rencontre le grand PDG et DG de la boîte dans lequel je travaille. En fait moi j'étais pas encore au siège, j'y suis allée après. Mais au début j'étais pas au siège. C'était parce que en fait on sort d'un endroit, d'un endroit, et moi j'y sors à pied, et c'était une sortie de parking. Et en fait mon talon se prend dans la sortie du parking, en fait dans la bouche d'évacuation des eaux. Et comme par hasard, bien sûr, je marche, comme je marche jamais ni bien à côté à droite, ni bien à côté à gauche, moi je marche au milieu en fait, voilà. Donc du coup je suis au milieu, le talon coincé dans le truc là, et je ne peux pas sortir, je ne peux pas bouger en fait. Et derrière moi arrive une grosse bagnole, et je me retourne, et c'est le grand PDG avec la DG de la boîte. Et ça, c'était juste... voilà, et donc obligé de venir m'aider à enlever mon talon et tout. Et je vous assure que quand vous avez 25 ans et que pour vous un grand PDG c'est ouah, comme ça, etc., parce que vous venez juste d'intégrer un truc, enfin bon bref, c'était toute une histoire qui faisait que vraiment t'es mal quoi, t'es vraiment très 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 mal. Et en fait c'est de la honte constante en fait, en permanence, sur qui t'es, comment t'es, et on finit par penser qu'on est nos propres dangers, ou vraiment, et on a plein d'inattention, voilà, il pleut, toi tu ouvres ta fenêtre quand il faut pas, tu marches dans la flaque où il faut pas, enfin il y a plein de choses, bref. Donc c'est peut-être que c'est marrant à imaginer, mais à vivre ça l'est pas. En revanche ça a poussé mon encore plus, ça c'est vrai, mon autodérision, hein, mais finalement pas dans le bon sens, puisque d'ailleurs après j'ai décidé de plus jamais de ma vie une seule fois me moquer de moi, quoi, plus jamais de ma vie, quoi. Bref, et bon là ça c'est les moments où à l'époque c'était quand même pas cool, et en fait, du coup, pourquoi je vous raconte tout ça? Ah oui, parce que 2023, je me retrouve quand même rattrapée par des choses où je me dis, je n'arrive pas à sortir de là. En fait, par des choses, voilà. Et puis, je vois bien que dans mon quotidien, j'ai quand même des choses j'ai toujours mes tocs, j'ai toujours des trucs qui me perturbent. Et ce qui est fou, parce que, et en même temps, je suis en train de faire un business qui est axé sur vraiment le génie de la pensée, presque, on va dire, ou le truc comme ça. Et de l'autre côté, putain, mais le truc, le b.a.-ba, j'y arrive toujours pas. Et moi, toujours, toute ma vie, persuadée qu'à un moment donné, j'allais y arriver quand même. Ouais, je pensais que j'allais réussir. Peut-être que c'était un manque de maturité. Je pensais que c'était parce que je me sentais pas adulte, ou tout ça. Du coup, j'ai passé d'ailleurs pendant je sais pas combien de temps à essayer de comprendre, pensant que c'était peut-être la partie de je sais pas quoi de moi, enfin bref. Et en fait, à un moment donné, mon entourage me pousse et me dit, écoute, c'est fou que que t'as encore ça, et ça encore là. Et je t'assure que c'est vraiment étrange, parce que ça correspond pas du tout à ni comment tu penses, ni ta pensée, ni ce que t'es, etc. Il y a vraiment un problème. Et c'est vrai qu'à un moment donné, force à penser, j'ai pas réussi à changer certaines choses, je n'y arrivais pas.
il y avait quelque chose, voilà. Et donc, je me dis, mais c'est dingue d'en être encore là, par exemple sur la paperasse, sur tout ça, même si j'avais quand même bien évolué, puis j'avais une assistante, j'ai des trucs, etc. Mais sur d'autres endroits, il y a quand même des choses où ça rentrait toujours pas, parce que c'est pas ton assistante qui va mettre dans le parc-met, c'est pas ton assistante qui va comprendre un truc quand on te le dit, etc. en 2-2, bon, bref. Dans un monde, voilà. Et en même temps, ça crée aussi des troubles. Alors, je vous explique tous les troubles, hein, pour que vous sachiez. Alors, ça, j'ai pu ça depuis maintenant plusieurs années. Maintenant, depuis au moins bah, peut-être, je sais pas, depuis longtemps. Depuis peut-être pas 10 ans, non, peut-être pas 10 ans, mais depuis peut-être 5 ou 6 non, 7 ou 8 ans, je sais plus, un truc un peu comme ça. Alors, ce que j'étais, moi, c'est que j'étais quelqu'un qui était aussi, par exemple, je parlais beaucoup, mais je disais aussi toujours tout, en fait. Je disais tout, j'étais ce qu'on appelle une personne sans filtre. Donc, et en fait, j'ai dit beaucoup de choses mais en fait, je disais des choses qui apparemment ne se disaient pas. Mais moi, dans ma tête, je savais pas que ça se disait pas. Mais en revanche, on m'en a jamais tenu rigueur parce que je pense que les gens ont toujours senti le cœur que j'avais. Mais par contre, souvent, en réunion ou même dans mon privé ou avec les gens, etc., ou quand je rencontre des nouvelles personnes, souvent j'avais la remarque où mes amis, où on me disait quand même, ou les personnes que je rencontrais, on me disaient, putain, ça se dit pas ça. Mais on m'a toujours passé parce que je pense que le fond était tellement pas voilà, mais par contre c'est vrai que ça m'a toujours interpellée de qu'est-ce qui se dit pas en fait, et voilà. Et il faut comprendre que dans le TDAH on sait, voilà, il y a sur cette partie là, je ne sais plus là, j'ai plus les mots là, bref, du cerveau en fait, et qui crée en fait une désinhibition, d'accord. Donc c'est à dire qu'effectivement on n'est pas régenté nous par la même politesse que la plupart des gens, ou par ce qui se dit, ce qui se dit pas, voilà, il y a des choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose par contre que j'ai aujourd'hui, moi, ça m'a intéressé de savoir ce qui se dit, ce qui se dit pas, pourquoi, comment, machin. Moi, j'en ai fait un truc où vraiment, je me dis, attends, faut faire quand même attention, que moi, je veux pas, mes valeurs d'amour m'ont permis de venir de venir poser une réflexion par rapport à ça, de venir, quand je dis quelque chose, je sens maintenant j'ai un indicateur, c'est bizarre, hein, c'est que mon corps, il a un indicateur. Dès que je dis un truc qui en général, ça se dit pas, ou qui sort un peu des sentiers battus, ou que c'est un peu hors norme, je sais pas quoi, j'ai un truc un peu dans le corps qui me dit, ça, c'est... soit c'est... Bon, voilà, j'ai une espèce d'indicateur comme ça, et en général... maintenant, c'est assez naturel, mais c'est comme ça. Je vais reprendre mes propos et je vais les réarrondir au cas où ça vient d'une pensée sans filtre. Donc, mais ça, c'est vraiment mes valeurs de cœur et d'amour qui m'ont permis de pouvoir justement être attentionnée sur ça. Et moi, je voulais pas être quelqu'un de sans filtre, ça fait du mal, on n'a rien à foutre. J'avais pas envie de faire ça, j'avais pas envie de le vivre comme ça. Moi, je suis pas comme ça, parce que moi, quand quelqu'un me dit un truc qui me fait, qui pour moi me touche, j'aurais préféré qu'il me le dise autrement, quoi. Donc, autant être la personne que tu as envie d'avoir en face de toi. Donc, moi, ça, et je pense que mes valeurs d'amour m'ont permis vraiment de venir ne pas accepter ce que j'aurais pu accepter parce que mes valeurs d'amour, elles n'ont pas encore complètement aujourd'hui sur certaines choses, hein, mon fer à repasser, mon truc comme ça, toujours un peu là, et sur d'autres choses encore, mais bon, voilà, sur des choses, en fait, je pense que c'est tout ce qui est relié au relationnel, ça, hyper attentive à tout ça. Bref, donc aujourd'hui, évidemment, j'en ai fait, en fait, c'est vrai qu'après, donc, poussée par mon entourage qui me dit, écoute, quand même, il y a quand même un truc, etc. Mon neveu, en plus, un soir, je discute avec ma sœur, et je sais pas, mais c'est dingue, pourtant on se connaît depuis toujours, et on a eu des milliards de conversations, mais là, un soir, je lui explique exactement tout comment son fils, qui est d'ailleurs diagnostiqué, qui est un TDAH,
qui en plus dit TDAH. Hein. Vraiment, lui, par contre, le diagnostic a été posé. Et en fait, je dis... je lui explique exactement tout comment il pense, tout comment il est. Et je sais pas, je suis pris dans une espèce d'impie où c'est clair comme de l'eau de roche, etc. Comment c'est. Et en plus, il y a plein de choses hein, sur le verbal, comment on parle, les accès d'émotions très forts où on peut pas vraiment venir maturer l'émotionnel, etc. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai ça. Et excusez-moi, c'est peut-être un petit peu long, toutes mes excuses. Et donc elle me dit, mais écoute, il faut que tu pousses la porte, il faut que tu ailles voir. Parce que moi, je suis sûre que tu en as un, etc. Et je dis non, mais moi, en plus, m'intéresse pas, puis je veux travailler autrement. Et là, j'ai tout mon entourage qui, évidemment, me pousse à ça. Et là, je me dis, ok, je reconnais que j'ai un problème. Vraiment, je me dis, je reconnais, sur cette partie-là, dans mon quotidien. Alors, dans le business, il y a pas du tout, parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai créé tout le business, en fait, toute mon activité, elle est créée sur toute la partie magique du TDAH. Donc, et absolument tout. Donc, ce qui est absolument génial, parce que moi, du coup, je ne vis le trouble uniquement que quand je me retrouve, en fait, dans la société telle qu'elle est régentée, là, avec ses règles, ses lois, telle qu'elle est pensée et son fonctionnement. D'accord ? Mais en dehors de ça, tout mon quotidien, on va dire, et toute mon activité aussi, et toutes les personnes qui font partie de ma vie, parce que c'est ça aussi qui est incroyable, qui est génial, c'est que du coup, toutes les personnes qui font partie de ma vie, ben, ça fait en sorte qu'elles n'ont pas de conséquences directes, en tout cas, du trouble, quoi. Voilà, c'est vraiment... et du coup, qui fait que... C'est-à-dire que moi, j'ai personne qui me juge, qui me critique, qui me dit des trucs... qui me dit t'es teubé, t'es ceci, t'es cela. Enfin, j'ai pas d'entourage qui va remettre en question tous ces trucs-là, quoi. Vous voyez ? Donc, je reviens encore à mon... Excusez-moi. Je vais essayer de faire court, mais c'est... Voilà. Et ce qui fait que je décide évidemment, je dis ok, j'y vais. Et donc je vais voir un psychiatre et c'était drôle parce que en fait voilà, rien que les tests, je pouvais pas les comprendre. Donc déjà rien que ça me mettait dans un état et tout. Puis voilà, des trucs, voilà, il me donne des trucs, je lui rends 3 semaines après. Enfin, il y a des choses après. Bon, voilà. Et finalement, le truc est sans appel et le diagnostic tombe, qui est effectivement un TDAH, donc avec hyperactivité. Donc l'hyperactivité, elle est sur moi. Donc c'est par exemple ma parole. Vous voyez, c'est difficile. Enfin, ma pensée, elle est beaucoup plus rapide et mon activité cérébrale, je sais pas si c'est cérébral parce que finalement, presque l'activité sensitive, on va dire, d'accord ? Hein, pour pas dire cérébrale, mais parce qu'elle est aussi sensitive, en fait, tout, quoi. En fait, on capte tellement de trucs, elle est plus importante et la parole, elle est trop lente. Et il n'y a pas toujours les mots, il n'y a pas tous les mots, ils n'existent pas, les mots n'existent pas. C'est pour ça que des fois, souvent, je cherche, etc. Enfin bon, bref, par rapport à la masse d'informations qu'il y a et par rapport à la façon dont moi, finalement, ça me fait penser. D'accord ? Et puis cette énergie qui fait qu'entre débiter des phrases et ma pensée, il faut que je me cale au rythme d'une parole en fait. Mais moi si je pouvais vous parler avec des smileys, ce serait canon quoi, franchement. Vous voyez ? Bon, je vous ferai plein de panneaux de smileys, mais en tout cas, ou avec des images, j'en sais rien. Et donc là, du coup il me dit ça, il me dit que voilà, je suis en plus modérée à sévère. Mais ce qui est incroyable, c'est que le niveau de mon taux d'adaptation est hallucinant. C'est-à-dire que mon monde, j'ai adapté mon monde à moi à hauteur de 70%. C'est-à-dire qu'en général, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en général, les gens, ils ont, et surtout même les gens qui ont des TDAH, etc., en fait, ils s'adaptent au monde. Et ils ressentent encore plus fort, du coup, leurs troubles. D'accord ? Et moi, en fait, c'est l'inverse. J'ai tout créé en fonction, justement, de tout ce qui me fait du bien de moi, en fait.
Donc en fait, justement en regardant tout ce qui fait du bien chez moi, tout ce qui fonctionne chez moi, et je me suis créé une vie en fonction de tout ce qui fonctionne, de tout ce qu'il y a. Et toute mon activité est comme ça, et même mes rendez-vous. Et c'est tellement aligné avec moi que en fait, même mon calendrier s'organise d'une façon organique. C'est-à-dire que c'est pas écrit sur mon... De toute façon, ça ne servait à rien. Sur un calendrier, et tous mes rendez-vous sont là. Et c'est mon client qui m'appelle à chaque fois. De toute façon, j'ai plein de tips aussi qui lui donnent. Excusez-moi, je reviens, c'est toujours encore une fois mon chat qui veut rentrer. Il va bien. Mais c'est important là, que je vous fasse ce love, hein, voilà, pour ceux qui peuvent reconnaître. Et là, effectivement, et on parle, et je lui explique, bah, moi, comment j'ai fait, comment j'ai développé mon activité sans l'organisation, tout sur l'immédiateté, tout sur l'instantanéité des choses. Et sur, par exemple, bah, je parle, bah, du coup, bah, je fais des loves, alors que si je faisais pas des loves, avant, c'était avec mes copines ou avec mes clients que je parlais pendant 3 heures, en fait, et du coup... finalement ce que je suis me dérange. Je ne suis jamais le trop quelque part, puisque par exemple c'est vrai que si j'avais pas cette activité qui me permettait de parler, etc., et de déplier ma pensée, et ben c'est vrai que cette façon de penser, cette façon de parler dans un quotidien lambda machin, là c'est pas à sa place. Donc en fait il faut garder à l'esprit qu'on n'est jamais trop ou pas assez, c'est juste qu'en fait que c'est le trop pour cet emplacement là, pour cet espace là, et peut-être avec ces personnes là. Mais en revanche dans un autre cadre, comme là le cadre, moi il n'est pas du tout trop là pour vous, d'ailleurs vous trouvez que c'est vous êtes content, comment on peut dire. C'est moi, mon chat, c'est pas possible, il fait exprès, et en plus ça me demande là toute une attention, en plus de ça, de faire c'est fou, et gérer la porte du chat, et gérer le love et ma pensée, de ne pas perdre mon fil conducteur. Tout va bien, on est bon, on est avec moi. Mais je me suis créé du coup des tips. Bref. Donc, voilà. Alors, les chats sont toujours du mauvais côté de la porte. Hein? On est d'accord ou pas? Donc, le psychiatre me parle du TDAH. Et du coup, il me dit, et ça c'était incroyable, parce que moi je vais vous dire un truc. J'ai pleuré quand il me l'a annoncé, parce que ça m'a fait quand même un truc de savoir que j'avais vraiment quelque chose, encore, et en même temps, ça venait mettre la fin à la plus grosse culpabilité que je n'arrivais jamais à retirer de ma life. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à retirer énormément de culpabilité, tout le prisme de la culpabilité. En revanche, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, c'est dingue. Voilà. En revanche, sur certains sujets, impossible, parce que je m'en voulais de toujours pas réussir certains trucs, et je me disais putain, j'en suis encore là, et je n'arrivais pas à retirer ça. Donc, de savoir que c'était neurologique, que ça n'avait rien à voir avec un quelconque trauma, que ça n'avait rien à voir avec des croyances, que ça n'avait rien à voir... Alors, ça m'en a créé des croyances, et ça m'a créé des trucs, etc., bien sûr. Mais de savoir que en fait, c'était le TDAH qui faisait ça, en fait. Et en plus, il a passé beaucoup de temps à m'expliquer, etc., et c'était top. Ça a été fantastique. Ensuite, j'ai passé... peut-être 2 mois, vraiment, et c'est long 2 mois, mais j'ai passé 2 mois en étant complètement concentrée sur ce qu'était un TDAH. C'est-à-dire que moi et Google, moi et les études, je suis allée regarder, je suis allée moi-même, j'en ai pas trop parlé de ça, mais j'ai eu une période où j'étais arrête Santo, je suis en train de discuter. Vraiment complètement voilà, regarde, non tu comprends pas toi, regarde quand il y a du monde là, non tu vois pas qu'il y a du monde.
Et donc, alors non, il n'y a pas de... Alors ça, il faut expliquer, en fait, du coup, on ne fonctionne pas... en fait, bah, il n'y a pas de motivation. En fait, ce qui est génial avec le TDAH, quand tu sais que c'est ce que c'est que l'idée, c'est d'aller s'intéresser et tu vas comprendre que pourquoi on ne fonctionne pas la motivation, pourquoi on fonctionne toujours avec... pourquoi on est toujours dans ces quêtes de récompense qui nous fait si mal, parce que justement, il y a justement c'est le système de dopamine, en fait, qui n'est pas régulé. Donc, voilà. Mais ça, c'était fou parce que je m'étais déjà aperçue de ça l'année dernière. Souvenez-vous, je vous avais fait pas mal de love sur la récompense. C'est-à-dire que avant même de savoir que j'avais le TDAH, de moi-même, j'étais allée me dire, il y a un truc qui colle pas sur ces fonctionnements, ça nous réussit pas, ça nous va pas, etc. Et ça m'avait déjà apporté des choses. C'est pour ça que je vous dis que les conséquences, elles étaient pas, en fait, j'ai des conséquences uniquement sur un seul endroit et qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai pu poser parce que je sais. Donc, le trouble, il est juste à cet endroit-là. Et voilà, toujours un peu le faire à repasser les choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand je vous parle... ouais, enfin bon, bref. Enfin si, il y a quand même d'autres trucs, mais c'est plus la même gravité que vraiment la gravité de ce que ça peut générer quand on a, au niveau de ses affaires, au niveau de tout un tas de choses, quoi. Arrête, mon chat. Bref. Qu'est-ce que je disais? Et donc j'ai passé ensuite 2 mois alors après, bon voilà, on prend un médicament. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre le médicament parce que j'ai décidé bah déjà, moi, j'ai pas trop le code du médicament. Et après, c'est un truc personnel et je comprends les gens qui les prennent. Il n'y a pas de souci. Mais moi, vous savez comment... Bah voilà, moi, j'ai voulu aller autrement. Je me suis dit, mais en fait... je vais aller comprendre ce que c'est. Je vais aller comprendre ce que c'est, je vais aller comprendre et en tirer encore plus parti, etc. Et ce qui était incroyable, c'est que du coup, j'ai passé 2 mois à étudier vraiment le TDAH, la façon de penser du TDAH, les profils des TDAH, qu'est-ce qui organiquement était là, qu'est-ce qui était pas là, qu'est-ce qui se faisait ça, qu'est-ce qui se faisait pas ça. Enfin, vraiment, tout en fait. D'accord et enlever aussi cette culpabilité parce qu'évidemment ça fait des profils où tout le fonctionnement, j'allais dire, d'une maison, c'est un peu compliqué, hein. Des trucs un peu comme ça, voilà, parce que je lis un peu vos commentaires et je me reconnais complètement. Et donc ce qu'il y a eu, c'est que et donc ça m'a fait du bien pendant 2 mois de comprendre. Et ensuite, j'ai pu adapter. Et cette fois, j'y suis allée avec vraiment cette humilité, en fait, en me disant, ok, ça, pour le moment, j'ai pas l'énergie de le revoir même en pensée de merde, de le changer, de ceci, de cela. Pour le moment, j'acte que, ok, sur ça, c'est comme ça, je le verrai peut-être plus tard. On verra peut-être plus tard, mais je pose des tips par rapport à ça et j'organise par rapport à justement ces troubles-là que je sais que ça me demande De toute façon, ça ne demande même pas un effort parce qu'on ne peut pas faire l'effort. Il faut savoir, on ne peut pas faire l'effort. D'accord? Donc ça sert à rien. Et quand je pense aujourd'hui à tous ces gosses qu'on pense que c'est parce qu'ils n'ont pas de motivation, qu'ils font pas d'efforts, qu'ils sont pas attentifs, mais comme si on les condamne, etc. et tout, alors que bon, bref, c'est pas... Et bref, et qu'est-ce que je voulais dire, c'est tout. Et voilà, et en fait, ça m'a fait un bien de fou. Et je continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis très attentive à moi, je suis très attentive aux troubles, on va dire. Et je le mets comme ça, il faudrait peut-être pas que je dise ce mot-là, j'en ai bien conscience, mais pour le moment, parce que certaines choses... Il n'y a pas très très longtemps, je me suis dit, tiens, je suis presque prête à le faire en pensée de merde. Qu'est-ce qui fait que je l'étais pas il y a quelques mois et aujourd'hui, je ne sais pas. Je pense que c'est parce que j'ai eu besoin de ce moment un peu aussi de décharger toute ma vie où à un moment donné il y a eu un mot qui est posé dessus et il faut prendre conscience de ça parce que toute ta vie tu crois que tu vas changer ça et tu crois que c'est ta faute, tu crois que c'est ton fonctionnement, que c'est toi et en fait finalement c'est pas ça. Et enfin bon bref. Et des choses fantastiques quoi. Et en plus sur des choses qui m'intéressent pas, c'est-à-dire que j'en ai pas fait une force à aujourd'hui, c'est-à-dire que là le trouble qu'on se comprenne bien hein. Et j'ai pas parce que j'avais un trouble sur l'organisation, donc aujourd'hui j'en ai fait une vertu et je suis la reine de l'organisation et je suis devenue coach en motivation. Pas du tout. Moi je laisse tomber tout, enfin je ne fais pas un truc génial d'une merde, mais pas du tout. Moi, je garde tout ce qui est génial du TDAH,
D'accord? Donc ça veut dire que le TDAH, bah, il va lui il fait des associations en fait d'idées et de pensées qui sont complètement inédites. Il a tout un tas de choses fantastiques qui fait comprendre évidemment du coup comment je pense, hein, voilà. Entre temps, il y a plusieurs années, je passe le chapitre, je l'avais déjà dit, il y a quelques années, j'avais découvert une psychanalyste qui s'appelait Raymond Dazan. J'avais déjà fait des choses en la citant, et effectivement elle était venue poser sur moi ce diagnostic en fait d'HPE, hein, de haut potentiel émotionnel. Donc le haut potentiel émotionnel, donc lui en fait tout son système c'est évidemment sur l'émotionnel, mais du coup en fait son truc lui c'est pas tant le QI, c'est son aspect créatif, donc il était vraiment le créatif, d'accord. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on a cette créativité qui est en fait qui est ouf. Mais c'est pas la créativité genre, je sais pas, je sais faire un pot pourri ou un peu, enfin je sais pas quoi. Bon bref, c'est une créativité. Moi ma créativité, elle est là, comme là je fais, c'est-à-dire de faire des loves, de construire Edener, de faire les types de programmes que je fais. Elle est complètement axée justement. C'est le TDAH, je voyais bien que même mes titres de love, c'est pas du tout les titres Et j'ai essayé de faire des titres carrés, cadrés, comme font tout le monde, pour que quand on arrive sur ma page, on comprenne bien le titre. Comment ne pas ça, comment faire pour... Et moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai essayé, parce que je sais que c'est beaucoup plus pratique pour les gens quand ils viennent sur la page, parce que le titre, il est clair. Et moi, en fait, mes titres, c'est une phrase, c'est un angle, c'est... Mais bon, j'ai envie de mettre de l'attention quand même dessus, parce que je sais que quand même dans la compréhension, et en plus, c'est ce qui fait que... D'ailleurs, même ChatGPT, j'utilise pas du tout la même chose. Si demain on fait des mots-clés, on n'a pas du tout les mêmes mots-clés, on n'a pas du tout les mêmes recherches que quelqu'un en fait. Donc si moi, mes titres de podcast par exemple, ils vont avoir aucun mot-clé que les gens mettent dans Internet, parce qu'ils pensent pas comme ça en fait. Donc ça, il va falloir quand même que je mette un petit peu d'attention là-dessus. Mais c'est juste pour vous donner un peu des exemples, d'accord ? Et voilà, et aujourd'hui, j'ai juste cette partie-là, ce 30%, qui est un espace, qui est plus sur la partie... tout ce qui est... en fait, c'est tout ce qui fait partie de la société, sur lequel, à aujourd'hui... tel quel, je n'ai pas de prise, mais en fait, je sais que j'ai de la prise quand même, parce que moi, comme c'est aussi mon monde que je crée, et je le vois en fait, j'ai créé des choses qui ont vraiment facilité quoi. Donc de plus en plus. Mais cette fois, j'ai plus cette culpabilité que je pouvais avoir sur qui j'étais quoi. Bon voilà, écoutez, ça va faire plus d'1h30 que je parle de tout ça. En fait, peut-être qu'à travers ce love, certains vont se reconnaître. J'ai pas énormément parlé de tous les avantages incroyables, magnifiques, super, de toutes les façons du TDAH, mais c'était aussi et surtout pour vous dire que en fait pour moi le TDAH c'est vraiment tout ce que... En plus c'est tout ce qu'on dit à un enfant qui est normal, genre mais attends, t'écoutes pas quand on te parle, attends, t'es pas fais attention quand tu marches, fais attention quand tu prends ton verre, parce que il faut savoir, hein, moi même encore aujourd'hui, hein, vraiment je me prends le coin de la porte, c'est voilà, je sais, c'est parce que au niveau de la vision elle est d'une certaine façon, etc. Je sais, d'accord, donc voilà, c'est ce qui crée des choses un peu cocasse, mais qui peut quand même rester à des moments quand même, on peut vraiment appeler ça un trouble, d'accord. Donc vos enfants ou vous-même, je suis pas attentive, je fais pas attention, j'ai pas écouté, t'écoutes pas les autres, tu tiens pas en place, mais c'est parce que t'es pas concentré, et patati et patata, et qu'est-ce qu'on a pu entendre encore, bon voilà. Et puis c'est ce qui fait aussi qu'en fait on va se construire. Moi je me suis construite, du coup je n'ai pas pu travailler beaucoup dans le sens labeur travail, voyez ce que je veux dire, parce que je sais pas, j'ai une incapacité à ça de toute façon, et en fait naturellement j'allais presque dire que finalement le TDAH il te fait de toute façon aller dans des métiers, tu sais,
tu sais, qui sont axés énormément sur l'humain, sur... moi, je faisais que finalement des métiers à idées et qui faisaient qui faisaient appel à de l'intelligence émotionnelle, uniquement. Et ça, c'était canon, quoi. Et les idées, voilà. Donc, et mes valeurs. Donc, tout ce qui est pas... je pourrais dire tout ce qui est pas réfléchi, et en même temps, pour moi, c'est comme ça que je réfléchis. Souvent, quand je vous parle de ma logique, ben... Moi, voilà, c'est pas des fois toujours évident de parler d'un langage avec un autre truc. Enfin bon, on m'en sort pas, mais on va dire que je pense que vous allez comprendre. Voilà, donc c'était pour vous dire que si tu as travaillé sur les neurosciences pour te comprendre, pas du tout. J'en ai rien à faire. Moi, je vous l'ai déjà dit, je m'intéresse pas du tout aux neurosciences parce que en fait, ça m'intéresse pas. Et je suis allée, on m'a dit TDAH, ok, je suis allée regarder sur Internet. J'ai regardé plein de choses sur Internet. J'ai aussi, et après, je me suis posée avec moi. Je me suis regardée. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux pour toi? Comment ça, tu veux le gérer, toi, ton truc? Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Comment toi, tu penses? Savoir comment mon cerveau, il fonctionne, en fait, c'est moi qui, après, je me suis créé mes propres... non, attendez, quand j'ai dit sur Internet, j'ai été diagnostiquée pas sur Internet, hein, TDAH, hein, d'accord? Je suis allée voir un psychiatre hein, et tout, hein, qui c'est son métier, c'est son truc, etc. Mais après, je me suis allée me renseigner, effectivement. Alors, lui m'a donné plein d'informations, évidemment, bien sûr, sur Internet. Et là, j'ai fait croiser les informations sur les profils, sur ce qu'il y a, etc. Voilà, on sait que dans la Silicon Valley, énormément, on retrouve tous les profils de TDAH. C'est des profils aussi de visionnaires, c'est des profils de ci, profils de cela. Mais il y a plein de trucs, évidemment, que je vous parle pas parce que là, je voulais parler principalement des troubles, mais il y a plein de trucs aussi canons. Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Voilà. Et ça m'a. Et c'est après, c'est moi qui ai construit. Je me suis dit, ok, donc qu'est-ce que tu veux? Et je n'allais pas voir trop les neurosciences. Je sais pas, il y a un truc sur les neurosciences où, en fait, pour tout vous dire, moi, je suis allée. Je sais pas, quand je m'étais intéressée aux neurosciences, en fait, mon cerveau, des fois, est tombé sur aussi des trucs limitants du cerveau, etc. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est pas mon... C'est juste, vous savez quoi? C'est juste que c'est pas mes références. Voilà, je n'ai pas besoin de... C'est pas la référence. C'est pas la référence. J'ai un... Je sais pas, j'ai toujours eu un truc comme ça, une espèce d'autonomie de pensée où... je sais pas comment vous dire. Et puis j'essaie de me comprendre moi. Non, c'est pas du tout le mot science qui me bloque, pas du tout. Non, c'est juste qu'en fait, à toute l'époque où il y a eu la grande époque des neurosciences où tout le monde en parlait et tout le monde en parlait, etc., je m'y suis aussi intéressée et tout. Et sauf que moi, je commençais à entendre des choses en fait qui étaient extrêmement limitantes, que je trouvais, parce que je sentais aussi une autre partie de moi qui me disait que tout ça n'était que des postulats. Et comme en fait, c'est pas toujours... et voilà quoi, c'est comme quand on nous disait qu'on ne pouvait pas changer ses gènes et maintenant qu'on sait qu'on peut les changer, qu'on pouvait pas... les neurones ça se renouvelait pas, maintenant c'est qu'on peut les renouveler. Donc en fait, ça sera toujours à partir d'un postulat. Donc moi, je vais d'abord me dire moi, qu'est-ce que j'ai envie pour moi, qu'est-ce que je crois de moi, qu'est-ce que... Il y a ça. Donc voilà, ça c'est intéressant. Vous allez me dire, ouais mais c'est bizarre parce que tu prends comme argent comptant le truc du TDAH. Oui, mais je vais le prendre aussi à ma façon. Peut-être pas comme vous le prenez en fait, c'est-à-dire que moi c'est juste pour me soulager émotionnellement en fait, tout simplement, c'est-à-dire que sur toute la partie que j'aime pas, qui me fait chier, je me dis ouais bon ça c'est le TDAH, voilà, en fait c'est une espèce de facilité à se dire ça c'est ce truc là, et puis après je fais vivre tout le reste. Et aujourd'hui ce truc là qui me saoule, en fait simplement j'ai un mot dessus et je peux mettre comment dirais-je, je peux poser des choses en fait pour pas ressentir. Bref. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est vrai qu'on va avoir voilà, cette notion de surexcitation à certains moments qui fait que hier j'ai tellement emballé par le rendez-vous que j'avais, plus en ce moment dans l'activité, etc. Voilà, dans la voiture, pour tout vous dire... on fait pas attention à ses gestes, enfin il y a plein de choses qui se passent en fait qui sont mais je me connais,
qui fait que, parce qu'on est en surstimulation en fait, d'accord. C'est pour ça que j'évite aussi plein d'endroits où il y a la foule et tout, parce que ça me crée un truc. Ça me crée un truc et ça pourrait me faire des comportements tu vois, des trucs quoi. J'en ai déjà parlé de ça. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout, hein, c'est tout, c'est déjà long. Et donc, si vous vous reconnaissez, ben, moi, je vous invite vraiment à aller pousser la porte d'un psychiatre pour voir si vous avez un TDAH ou pas. Si vous avez un doute aussi pour vos enfants, parce que c'est quand même